Good morning. Good morning. Bonjour. Alors, bienvenue à Montréal. Nous avons décidé qu'en l'honneur de tous ceux qui sont venus de très loin, que nous allions changer la météo. On a décidé de passer à la version froide de notre météo, contrairement à ce qui prévalait depuis une semaine environ. C'est pour vous faire un accueil plus typiquement montréalais, Montréal en hiver. Cette météo a été assez inusitée, ce qu'on a connu depuis une semaine environ. Je m'appelle Tim Evans, je suis le directeur exécutif du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID et je suis heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour discuter de la sérosurveillance et le travail qu'on peut faire ensemble pour faire avancer ce dossier de façon bien concertée, non seulement au Canada, mais mondialement. J'aimerais commencer avec une note d'intendance. Nous offrons la traduction simultanée tout au long de la rencontre. Et je pense que notre interaction va se passer en anglais pour l'essentiel, mais nous avons des francophones qui participent à cette rencontre. Nous avons le plaisir d'offrir de la traduction simultanée. La réunion se fera en anglais. Donc, pour ceux et celles dans la salle qui voudraient écouter en français, présentez-vous à l'arrière de la salle aux tables techniques et notre équipe vous donnera des écouteurs. Pour ceux et celles en ligne dans le panneau de contrôle situé en bas de votre écran Zoom, cliquez sur le bouton Interprétation pour choisir le français. Okay, so those are just some instructions for people who are online if they want to listen in French. Bon, c'était simplement des directives pour que les gens puissent écouter en français. Cette rencontre sera aussi enregistrée. J'espère que vous serez à l'aise. On n'a pas averti d'avance que ça allait être enregistré, mais on s'est dit que ça allait être important d'enregistrer pour le bénéfice de ceux qui aimeraient prendre connaissance de la teneur de nos rencontres, mais qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Si des animateurs ou des conférencières préféraient qu'on n'enregistre pas leur présentation, veuillez envoyer une note à Caroline, ici, ou à Prativa, qui est assise à côté de Caroline, une note donc à cet effet. Nous aurons une pause de 10 à 15 secondes ce matin, entre 10h41 et 55 et 10h52. Non. Nous aurons une pause de 15 minutes, dis-je, vers la fin de la première séance sur la stratégie, ce qui permettra aux gens de aller chercher un peu de sucre pour renforcer leur teneur en sucre, leur teneur en glucose dans le sang, et peut-être pour d'autres raisons aussi. Là-dessus, j'aimerais commencer le groupe est quand même suffisamment intimiste. Peut-être qu'on pourrait se présenter mutuellement parce que bien des gens sont venus d'assez loin. Et pour rompre la glace, pour ainsi dire, pour lancer la discussion, vous pourriez peut-être vous lever, décliner votre identité et l'organisme que vous représentez, et ça va nous permettre de prendre la mesure juste de la diversité qu'on trouve ici dans la salle. Alors ici, je commence par cette table-là. L'interprétation devrait être suspendue le temps des présentations parce que les personnes se présentent sans... Ah, voilà un micro. Je m'appelle Hannah, je travaille au groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Je suis de l'équipe de gestion des données. Je suis montréalais, j'ai fait un bac en immunologie et une maîtrise en analyse inaudible. Je m'appelle Ahmed, je travaille aussi en gestion de données. J'ai une maîtrise en ingénierie, un autre domaine, mais je m'intéresse à la santé publique. Bonjour, je m'appelle Bill Moss. Je
Je suis du Centre d'accès international sur la vaccination à l'École de santé publique Johns Hopkins. Andrea Carslin, je suis aussi au Centre d'accès international pour les vaccins à Johns Hopkins. Je m'appelle Daniel, je termine mon doctorat à l'Université Princeton. Je travaille sur les maladies infectieuses inaudibles. Agatha Jessen, je suis microbiologiste clinique au labo de santé publique au service de contrôle des maladies en Colombie-Britannique. Ina Sécuron, aussi du labo santé publique à Colombie-Britannique, microbiologiste de profession. Je m'intéresse à la sérosurveillance. Mohamed Moshed, tout le monde m'appelle Moshed. Je suis de Vancouver avec mes collègues ici au BC Centre for Disease Control. Je suis microbiologiste. Bonjour, Sugnali. Je suis aussi de BCCDC. Amanda Lang, microbiologiste clinique au labo provincial de la Saskatchewan. Je traite surtout de la microbiologie des virus et des maladies communicables. Bonjour, je suis Derek Steen de Chatham Provincial Lab au Manitoba. Je travaille en sérologie et en parasitologie aussi dans ce labo. Bonjour, Marc-André Langela, professeur à l'Université d'Ottawa et directeur principal du réseau sur une réponse rapide sur la corona variante. Je suis consultante en marketing et communication. Je m'occupe de traduction du savoir et des communications au GETIC. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez vous adresser à moi. Je vous envoie les courriels. Je suis heureuse de vous voir en personne. Et j'aide Tim dans le développement des manettes. Je suis au GETIC. Si vous voulez des données, venez me voir. C'est moi qui dirige les services des données au GETIC. Bonjour. Je suis du service canadien du sang, microbiologiste principal. C'est moi qui ai entraîné le retour de l'hiver. Désolé. Bonjour, Philip Oladella de l'Université de Toronto et de l'Institut ontarien pour la recherche sur le cancer. Sheila O'Brien des services canadiens du sang. Je suis directrice adjointe en sérologie et épidémiologie et surveillance. Je suis directeur médical chez EMA Québec. Mon nom, Alison Spalding, directrice du programme PREMIS, un programme pour la préparation en cas de pandémie ultérieure. Nous sommes à Washington, D.C. Je suis Ray Sagner de l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Je suis un médecin en maladies infectieuses et je dirige le côté éthique pour Bonjour, je m'appelle Monica, je suis allemande, je travaille en épidémiologie. Nous avons fait du développement de méthodologies pour des enquêtes multiplexes. Bonjour, je suis Sarah Promonero, assistante en recherche. Et j'ai travaillé au projet Emanette, donc j'ai déjà eu affaire avec vous virtuellement. Je suis heureuse de vous voir maintenant en personne. Bonjour, Melissa Crowley, assistante en recherche, qui soutient tout le travail entrepris par Tim Byrne et Prativa avec l'organisme Emanette. Et je suis heureuse d'être de retour à Montréal après avoir obtenu ma maîtrise ici.
Je suis Kate Hankins, Kate avec un C, si vous vous posez la question. Je suis professeur à McGill, à l'École de population mondiale et des populations. J'étais anciennement coprésidente du groupe de travail. Je m'appelle Murray, prononcé comme parade, mais avec un M. Je suis à l'Université de Calgary. Je co-dirige le Zero Tracing Project, ou Tracking Project plutôt. Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte à notre rencontre. Je suis Reggie Pinto, directrice du département de cancer et d'immunologie au National Cancer Institute du Maryland aux États-Unis. Je suis immunologue et je dirige les efforts scientifiques pour le Serological Network. Inaudible. Bonjour, Thomas Yang, centre de santé mondial à l'Université du Colorado. Olivia Oxlade, une des directrices scientifiques au GTIC plutôt. Jonathan Campbell, professeur adjoint à McGill. On travaille sur la tuberculose, mais aussi je m'intéresse à la COVID de temps à autre. Bonjour, Ron Anapindi, conseiller en recherche principale au GTIC, et je travaille avec Prativa. Merci beaucoup, merci pour ces présentations brèves, mais très pertinentes. Plusieurs personnes sont là en ligne aussi. Bon, ça va vous donner une idée des millions qui sont là, qui nous écoutent. On peut voir vos noms, mais Laurie, Ren, Carmen, Olaf, Léana, bienvenue. Bon, on espère que vous pourrez continuer à vous joindre à nous. Désolé pour la météo, Laurie. On a envoyé toute la mauvaise météo vers l'est, alors ça devrait s'améliorer. Donc, bienvenue et on a hâte à votre participation. Bon, on va commencer. J'aimerais d'abord vous parler d'une perspective historique qui explique notre présence ici aujourd'hui et ce qu'on espère réaliser durant les 3 prochaines journées. Je vais commencer par une reconnaissance des terres. C'est toujours important, je pense, de reconnaître que nous nous rencontrons aujourd'hui sur des territoires qui ont longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Dans notre région, ici, il y avait les Haudenosaunee et les Anishinabeg, et c'est important de reconnaître que la plupart d'entre nous se sont installés bien après la présence de ces peuples-là. Nous sommes donc des invités, de nouveaux venus, donc il faut respecter leurs traditions et leurs legs. Des peuples autochtones ici et ailleurs aussi. J'aimerais vous faire part de quelques notions au sujet de la trajectoire que nous avons connue depuis 3-4 ans. Je pense que personne en mois de mars ou février 2020 aurait pu prévoir la trajectoire qu'a pris la pandémie. Peut-être Donald Trump était au courant et entrevoyait tout ça, mais je pense que personne n'avait une notion très précise, qu'il y aurait par exemple autant de vagues successives, tant d'imprévus, de surprises, et aussi la rapidité avec laquelle les divers vaccins ont émergé, et tous les autres aspects de notre réponse à la COVID-19. Donc, il nous incombe, je crois, de réfléchir à cette expérience au moment où on semble sortir, et je dis ça prudemment parce que on voit qu'il y a encore beaucoup d'activités en matière de SARS-CoV-2, mais on voulait vraiment s'assurer d'apprendre du passé pour arriver à des capacités de sérosurveillance plus robustes au Canada, plus pérennes. Ça ne veut pas dire que le GTIC a la réponse ou toutes les réponses, mais il faut réfléchir à comment on s'engage, nous, en tant que GTIC, ou GTIC, comment on peut finir notre mandat, mais prolonger ce travail-là aussi, si bien que lorsqu'il y aura la prochaine pandémie,
nous n'aurons pas à recommencer à zéro. Et je vais terminer en examinant brièvement. Bon, il faut faire attention à ce qu'on écrit aussi. David Naylor et moi-même avions écrit un article d'opinion en 2020 avec un peu de prétention. On a établi le chemin pour le retour vers la normalité. Et ce qui est implicite dans ce grand titre-là, on se disait, dans 6 mois, on aura tout réglé. Mais une chose que nous avons dit est importante quand même, c'était d'avoir la capacité de suivre, surveiller l'immunité. Et on disait qu'il n'y avait pas de capacité pan-canadienne pour pouvoir faire le suivi et mesurer l'immunité. On a reçu un appel nous demandant si on était prêt à agir justement pour corriger cette lacune-là. Et M. Trudeau a annoncé la création du groupe de travail sur l'immunité face à COVID-19 et environ un mois plus tard, on a reçu le feu vert et puis avec ce feu vert, on s'est dit, mon Dieu, on fait quoi maintenant? Comment on va s'y prendre? Donc, c'était vraiment, on a été vraiment précipité dans l'action, dans l'initiative, et c'était comme un petit peu une nouvelle entreprise naissante. Il fallait trouver des sources aussitôt que possible. Alors, où peut-on chercher l'information pour se donner une idée de ce qui se passe? Donc, on avait 3 sources essentiellement. D'abord, les sangs résiduels. Ces sangs-là existent. EMA Québec, les services canadiens du sang, il y avait les services prénatals où on met de côté du sang dans le contexte des essais du premier trimestre. Et ça, on pouvait faire appel à ces ressources-là. Et les labos provinciaux aussi avaient des réserves de sang. Alors on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces services-là pour qu'ils participent? Et aussi, deuxièmement, on voyait qu'il y avait des cohortes qui existent de façon régulière au Canada. Bon, l'étude sur le vieillissement, il y a CanPath aussi, et la cohorte Child. Ces choses-là existaient et existaient déjà, ils étaient là sur le terrain, ils pouvaient nous aider. Troisièmement, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait aussi faire appel aux enquêtes nationales. Statistique Canada, par exemple, c'est la grande organisation au Canada qui fait des enquêtes, des sondages. Et aussi, il y a une autre initiative de l'Université de Toronto dirigée par Probert Shaw. Il y a un échantillon, Angus Reid, qui sondait les foyers canadiens. Donc, c'était les mécanismes auxquels on pensait faire appel. Et c'était une espèce de courte pointe parce qu'il n'y avait pas un système, si on veut, qui est bien structuré, qui nous disait exactement comment s'y prendre et mettre tout ça en œuvre. Donc, ça prenait des mesures fiables de l'immunité. Et au mois de mai 2020, on n'avait toujours pas de test immunologique approuvé. Donc, on a obtenu le sang, mais bon, on le teste avec quoi, ce sang? Et il y avait des espèces d'essais immunologiques, très diversifiés, plus ou moins improvisés. Et je me rappelle, je parlais avec le Labo national en microbiologie. Il disait, d'où prenez-vous votre sang pour vous donner des référentiels? Et il n'y avait pas de système. Il y a des anges qui nous envoyaient du sang de façon régulière. Bravo, merci. Mais si les anges ne nous envoient pas le sang, on ne peut pas connaître les types, on n'en a pas le nombre nécessaire pour se donner une espèce de référentiel. Il fallait
réfléchir à ce que les essais ne soient pas seulement pour les personnes de qui on peut tirer du sang, mais aussi peut-être créer un ensemble ou une trousse qui permettrait de se tester à domicile. Alors, si on voulait faire une enquête élargie, il fallait pouvoir avoir du sang, par exemple, lorsqu'on se pique le doigt, mais il n'y avait pas un système là, pour le sang séché ou des DS à ce moment-là. Mais une fois qu'on avait ces essais, ces tests, comment est-ce qu'ils peuvent interagir entre eux, ces systèmes, pour qu'on puisse comparer des résultats tirés de diverses sources. And then once you got large volumes coming in, Et bon, on a reçu des volumes assez importants, mais à ce moment-là, ça prenait la capacité pour analyser ces échantillons. Donc, les plateformes nécessaires, bon, il fallait obtenir de l'équipement, il fallait en faire l'installation, doter le personnel, la normalisation et une validation croisée. Et aussi, il fallait se préoccuper du transport et stockage nécessaire des échantillons. Et tout ça devait être fait très rapidement. Bon, nous l'avons fait, ça a été fait. Mais c'est pas parce qu'il y avait une procédure opérationnelle normalisée. Tout ça a été improvisé. Et puis les gens travaillaient jusqu'à des heures très tardives pour mettre tout ça en branle. C'était pas par manque d'effort, sauf que on n'était pas très bien préparés, synchronisés, etc. À ce moment-là, on s'est dit, bon, si on a des spécimens et des variables fiables, comment établir les corrélations? Alors, bon, c'est une question de voir quel corrélat sociodémographique on voulait se donner, parce que ceux qui recueillent du sang de façon régulière ou ont des sources de sang résiduelles n'ont pas nécessairement accès à des corrélats sociodémographiques très vastes. Et le groupe de travail a dit, non seulement est-ce que les corrélats ne sont pas mesurés de la même façon d'un site à l'autre, d'un lieu à l'autre, il fallait standardiser ça, donc on a créé des éléments essentiels pour pouvoir assurer une comparaison possible et valable entre les corrélats sociodémographiques. Et aussi, si par exemple on avait un identifiant unique pour les personnes, est-ce qu'on pourrait avoir accès aux dossiers médicaux où on pourrait trouver toutes sortes de choses intéressantes qui pourraient nous en dire long sur le risque, les formes de risque, alors que des variables sociodémographiques nous révéleraient pas ce détail, ce niveau de détail. Mais ça n'a pas été facile de négocier, par exemple, des contrats, des ententes pour obtenir cette information-là, malgré la pandémie, malgré l'urgence. Et Canadian Blood Services ont négocié une entente qui leur permet de mettre en lien leurs données avec celles du ICES en Ontario. Et ça a pris longtemps, c'était très long négocier ça, mais ça nous donnait une grande occasion à saisir, parce que ça nous permet d'avoir une information beaucoup plus précise et juste. Sauf que obtenir cette richesse d'information, ça nécessite des systèmes qui permettent de réunir toute cette information-là pour qu'elle soit utile. Et on essaye de réunir ces diverses sources en l'absence d'un système qui a été mis en place justement pour faire ce genre de travail. Donc, ceci a mené, une fois que l'infrastructure est en place, il faut la mettre en œuvre. Et ça, c'est un autre aspect qui était riche en enseignement, parce que ça prend du temps. Il faut avoir des propositions, il faut analyser, il faut faire la diligence responsable, il faut être imputable et prendre des décisions bien fondées. Et ensuite, il faut aller faire des arrangements, faire des demandes de financement de la part du gouvernement et des autres institutions. Et une fois que l'argent est là, comme vous le savez, il y a des CER, des consentements, l'MT, collecte de données, analyse d'échantillons. Et une fois qu'on a toutes les données, à ce moment-là, il faut passer à l'analyse, la préimpression et les publications éventuelles. Mais tout ce système-là, c'est un autre domaine où ça peut
avancer, ça peut bouger, mais est-ce que ça bouge, est-ce que ça avance à la vitesse nécessaire dans le contexte d'une urgence sanitaire? Ça, c'est pas évident. Donc, on a tiré les données d'études d'enquête individuelles aussi. On avait l'occasion de les réunir, les unifier. Et David Buckridge, qui n'est pas là, mais Tania et son équipe sait que les ententes de partage de données nécessitent beaucoup de travail bureaucratique. Et ça prend du temps. Et négocier ça pour 120 enquêtes, c'est pas facile. Surtout les enquêtes qui ont été créées il y a 15 ans avec leur propre infrastructure pour le partage de données, avec beaucoup là, de sauvegarde et de protection et bon, pour assurer la protection de ces données-là. Donc, c'était pas facile de faire ce travail-là. Et ensuite, on s'est donné une vue d'ensemble. On s'intéressait au monde entier. Comment sentir le Canada par rapport aux autres pays du monde? Donc, on a créé Zero Tracker au mois de mai 2022. Et le critère pour la création de Zero Tracker, c'est que les personnes impliquées ne pouvaient pas avoir plus de 25 ans. Et ce qui était extraordinaire avec ce critère, c'est que, bon, Zero Tracker a été mis sur pied plus rapidement que tout le reste, tel que je m'en rappelle. Mais eux ont commencé à faire la synthèse d'études sérologiques qui émergeaient partout au monde et ils les intégraient à un tableau de bord. Et bon, pour voir, est-ce que le Canada est exceptionnel ou est-ce que ça ressemble à ce qui prévaut ailleurs au monde? Et le troisième aspect, c'était la modélisation. Parce qu'une fois qu'on a les résultats, on s'aperçoit qu'il y a des lacunes de toutes sortes. Il faut estimer des paramètres qui nous donnent une meilleure idée de comment on peut se faire une idée plus précise de la vue d'ensemble mondiale. Donc, ça nous a permis de se rendre, en début août, fin août 2020. Voici ce qu'on a vu émerger, HQ et CBS. Zero prevalence after the first wave. And I have to say that was disappointing. Et c'était décevant parce que on était certain que ça allait de 20-25%, qu'il y avait une grande transmission asymptomatique et qu'on s'en allait vers l'immunité. Donc, ça a été un réveil brutal parce que 1%, ça voulait dire, oh mon Dieu, on a 99% de la population qui n'attend que cette prochaine vague. Donc, on ne faisait que commencer à ce moment-là, finalement. Donc, on a pu voir la mise en œuvre des vaccins, et parce que les vaccins étaient axés sur la protéine anti-S strictement, on peut utiliser des anticorps anti-S pour examiner cette trajectoire. Et donc, on pouvait surveiller ça, en partie parce que les taux d'infection étaient si faibles. Si les taux d'infection affectaient 30-40% de la population, établir et suivre cette courbe-là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc, ça nous a permis, cette trajectoire, ça nous a permis de mieux comprendre la mise en œuvre et les effets du vaccin. Et lors de l'onde Omicron, qui était donc qu'on a appelé un tsunami en fait, parce qu'au mois de mars 2020, on avait anticipé que la première vague aurait ressemblé à l'Omicron, mais on avait tort. C'est cela qui est arrivé. Avec la transmissibilité accrue, cette variante a infecté 25 millions de Canadiens en 2022 au Canada. Et si
on disait qu'il y avait un chiffre égal par jour. Eh bien, non, c'était 70 000 nouvelles infections par jour. La première vague était d'environ 10 000 personnes par jour. Alors, dans un certain sens, c'était une autre sorte d'épidémie dans son envergure. Et après la vaccination, on a vu quelque chose d'intéressant, l'immunité hybride. On a vu, à force de regarder les donneurs qui sont habitués, de regarder donc l'immunité qui est provoquée par la vaccination et par l'infection. On a vu donc le modèle anti-N. On voit le statut ici et à gauche, on voit quelqu'un qui n'a pas signalé avoir été infecté, mais avait donc un IgG anti-N. Il y a 2 infections ici et on voit qu'il y a une hausse en anti-N, ce qui a rehaussé le anti-S. Mais on voit aussi des modèles de déclin après infection ou après la vaccination. Alors, encore une fois, on est en train de regarder les donneurs qui donnent habituellement, qui acquièrent une immunisation hybride. On peut donc prévoir peut-être les trajectoires pour les rehaussements en ce qui a des combinaisons de vaccination et infection dans différents groupes d'âge. Alors, c'est comme ça sur ça qu'on travaille. Lorsqu'on voit sur quoi on s'est basé depuis quasiment 4 ans, on a fait des millions de tests sérologiques et on avait de la chance d'une certaine façon lorsqu'on a vendu ça au gouvernement en 2020. On disait qu'on allait faire une série de tests sérologiques qui allaient coûter $30 chacun. Donc, il s'agissait donc de 300 millions de dollars comme budget. On a fait un calcul et à travers ces 4 ans, on a examiné 1,3 million d'échantillons de sang. Et donc, il y avait donc 1,1 million était donc de sang résiduel et environ 200 000 provenaient d'échantillons de sang, donc d'études qui provenaient des cohortes ou des études intérieures. Donc, voilà pour les proportions. Quand on voit la provenance de ces échantillons, ça venait donc des dons de sang, des services de dons de sang. Il y avait 40 000 d'échantillons laboratoires provinciaux, 25 000 d'échantillons prénataux et 7 300 d'échantillons pédiatriques. Cela indique, ce ne sont pas des chiffres exacts, mais ça vous donne donc une idée de la facilité d'accès. Aussi, en ce qui est donc des échantillons prénataux, ce n'est pas une indication de disponibilité, mais la difficulté d'avoir accès à 13 territoires de compétences à travers le Canada. Et puis, donc, les gens de UBC nous diront les défis auxquels ils se sont confrontés quand on voulait avoir des opportunités d'échantillons prénataux. En ce qui a des échantillons pédiatriques, grâce à Carolyn Quach et à son réseau qui s'appelle Popcorn, qui est merveilleux. Il s'agit donc de 14 hôpitaux pédiatriques à travers le Canada qui a été établi en 2022. Et encore un meilleur réseau qui s'appelle donc Kernel, ça fait partie du réseau Popcorn, qui regardait les sons résiduels des patients pédiatriques et ont testé ces échantillons pour leur immunité. Cela est venu tard sur la scène, alors
mais c'est quand même indicatif des défis d'avoir donc une représentation tout au long d'un cycle de vie lorsqu'on se fie sur les échantillons résiduels comme source. Alors, nous avons tenu notre première réunion scientifique en personne. C'était la deuxième réunion de notre groupe de travail en 2023, au mois de mars, le 7 mars, le 8 et le 9 mars, en fait, et le premier jour, avant que la réunion ne commence, on s'est réunis pour nous demander si on pouvait tirer des leçons de notre expérience et mettre en place une capacité de séroprévalence durable au Canada. Alors, avec donc Ruine Ménage, on a pu aller de l'avant. On ne savait pas à cette époque-là qu'en même temps, à Washington, aux États-Unis, il y avait un sommet sur la surveillance. Et donc, il y a des représentants de ce sommet qui sont des nôtres aujourd'hui. On est heureux de les accueillir. Ils ont regardé de façon plus globale les expériences et les défis liés aux opportunités de mise en place et l'extension des systèmes intégrés de surveillance. Et ils ont produit un rapport et je recommande que les gens consultent ce rapport. On ne peut pas le faire lors de cette réunion, mais il est toujours encourageant lorsqu'on identifie d'autres personnes qui sont sur le même chemin et qui font des réflexions vraiment très intéressantes. Ça nous donne matière à nous rallier autour de leur cause. Il est évident pour ce groupe, mais je pense qu'il est très important que nous soyons limpides sur nos raisons pour la surveillance en ce qui est de la santé publique. Et la santé publique est surveillée beaucoup et il est difficile de trouver de la place pour combler tous les besoins de surveillance. Il faut donc être clair sur la valeur ajoutée en cette matière. Sinon, les autres priorités qui pourraient être fondées sur la maladie ou sur les tests et d'état de santé aigu et la surveillance des eaux usées, ça pourrait donc marginaliser la sérosurveillance. Alors, la capacité de regarder et de trouver les modèles de transmission qui sont sous la surface, si je peux utiliser l'analogie de l'iceberg, on peut regarder les biosans et regarder donc dans le passé, on peut projeter vers l'avenir pour voir les opportunités, pour essayer de prévenir les maladies. C'est très important. Au Royaume-Uni, on a eu la démonstration dans les années 80. C'était vraiment très important. C'est sûr que le rougeole est en train de faire une recrudescence parce qu'on ne regarde pas assez à quel point nos communautés soient immunisées. Il y a des dimensions de sérosurveillance qui sont vraiment incroyablement abordables. Les sangs résiduels sont là. Lorsqu'on regarde cela, on pense qu'il y a environ 5000 échantillons au Canada qui sont dans le bassin de sang résiduel. Il s'agit de beaucoup de matière biologique qui est là et qu'on n'utilise pas. C'est une ressource dont on pourrait se servir. On peut donc réfléchir à des façons de regarder plus loin avec ces sangs-là pour voir ce qu'on peut faire. Alors, il y a clairement des menaces sanitaires autres que le SRAS-CoV-2 qui se prête à la surveillance. Il y a d'autres maladies qu'on peut prévenir. Il y a aussi la possibilité de sérosurveillance pour l'avenir. Pendant les 3 prochains jours, les gens qui travaillent sur ces frontières de sciences palpitantes sont des nôtres. Et on peut regarder d'autres menaces, des maladies chroniques et même des menaces environnementales. Il y a aussi l'ère multiplex que nous avons atteint. Ce n'est pas nouveau, mais c'est une ère émergente
Et je pense qu'il est important de voir les découvertes emballantes dans ce domaine. Il y a aussi des limites de la santé publique, de précision, qui est très intéressant. Il y a aussi différentes façons de gérer les données avec les systèmes de gestion de données. Est-il possible d'exploiter la valeur actuelle et future de la sérosurveillance par le biais d'un réseau? Cette question-là nous a amené à travailler, à établir un réseau de surveillance des agents pathogènes endémiques et émergents. Alors, si on a en place un réseau qui est là et qui opère à tous les jours, si on a un appel d'urgence, on va pouvoir compter sur ce réseau pour faire des évaluations pan-canadiennes en 2 semaines plutôt que en 2, 3 ou 4 mois. Et je pense que c'est ça, les renseignements de santé publique, c'est vraiment important. Mais je pense qu'il est important d'avoir en place donc un zéro épidémiologie pour qu'on soit préparé. Il faut que ces plateformes et ces réseaux soient des ressources pour le développement et les découvertes des diagnostics et les thérapies pour qu'on ait donc une capacité de recherche, surtout si on les présente telles quelles. Et aussi d'avoir une collaboration nationale et internationale. Il y a aussi un groupe de travail. Il est très important d'avoir un sentiment de la stratégie scientifique au-delà du SRAS COVID-19. Quelle serait donc notre prochaine piste à suivre? Moi, j'ai des antécédents en économique et d'autres domaines de la science. On a pensé qu'il serait important de regarder la valeur pour l'argent. À Vancouver, au mois de mars, on a vu ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est donc rentable de faire cette sérosurveillance? Et est-ce qu'on peut être efficace au niveau des coûts pour qu'on puisse présenter l'importance de notre surveillance? Donc, il y a aussi les protocoles de normalisation, de partage de données. Il faut identifier donc des mécanismes en temps de paix, le consentement, autorisation, protection de la vie privée. C'est très important si on veut faire le couplage de données et le partenariat, non seulement à travers le pays, mais aussi au niveau international. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail qui s'effectue. Et aussi la gouvernance, c'est un sujet très important. On ne veut pas créer donc super bureaucratie, on ne veut pas remplacer PEAC. Comment est-ce qu'on peut agir et ajouter de la valeur sans être trop lourd? Il y a des défis qu'on a rencontrés. D'abord, l'échantillonnage stratégique et la biobanque. Il y a environ 5000 échantillons de sons résiduels par jour qui sont collectés, qui sont là. Quelle est la meilleure façon de tirer parti de cela? On ne veut pas tester tous les 5000 échantillons. Qu'est-ce qu'on voudrait regarder? De quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, on a besoin de travailler pour savoir, eh bien, si c'est cela, le bassin d'échantillons, et c'est comme ça que c'est distribué à travers le cycle de vie. Alors, comment est-ce qu'on peut être plus systématique pour tirer parti de ces sons résiduels? La représentativité, on voit là les territoires du Canada en rouge où il y avait beaucoup de difficultés à avoir des renseignements sur ce qui se passait dans les territoires du Nord-Ouest avec Tammy Nolan travaillait avec la Société canadienne du sang, mais pour atteindre les enfants, les gens qui travaillent sur les réserves, les personnes autochtones, ont des enjeux quand il s'agit de couverture et de représentativité. Alors, on va tenir une
séance à ce sujet. C'est très intéressant de regarder ces enjeux-là. La qualité et normalisation des laboratoires est un enjeu aussi, et Marc-André Langlois s'y connaît. Il faisait partie donc d'un système d'augmentation de capacité qui a été créé avec nos collègues de l'Université de Toronto. Et cela nous a vraiment mis les pieds sur terre parce qu'il fallait vraiment porter attention aux détails. Il fallait comprendre comment est-ce qu'on pouvait avoir des données comparables d'un laboratoire à l'autre. C'était une grande opportunité d'apprentissage et il faut aussi faire le lien entre les enregistrements et les données sérologiques. Il y a les services canadiens du sang et aussi d'autres partenaires qui travaillaient. Je regarde la table devant nous. On n'a pas encore l'accord de nos avocats pour établir ce couplage de données. Si on avait deux provinces qui s'entendaient déjà, il y aurait peut-être un effet boule de neige. Quant à notre partage des données, comment donc renforcer le réseau de surveillance? Il y a l'amélioration des infrastructures, gestion et intégration des données, l'analyse et modélisation, les ressources humaines et le renforcement des capacités. Je voudrais souligner cela. On a des représentants des différentes universités. Ce n'est pas assez de faire l'analyse et la modélisation. Il faut former les gens. Il y a très peu de cours qui sont offerts sur la zéro-épidémiologie et il n'y a pas beaucoup de formation pour aider ce système épicéro. Et donc, il y a des écoles de la santé publique comme la mienne et d'autres qui pourraient être plus proactives dans leur soutien du pipeline de gens et de ressources humaines. Il y a donc une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, les possibilités de partenariat pan-canadien. Il y a des gens qui travaillent avec nous de façon active pour façonner cette opportunité-là sur donc la frontière les frontières nationales. On était en train de travailler. Nous provenons de différentes sortes d'établissements. Donc, l'opportunité de travailler à travers nos initiatives est très important de saisir. Mais bien sûr, nous avons une belle représentation lors de cette réunion de partenaires internationaux et internationaux. Il y a de très bons travail qui s'effectuent de façon très similaire, mais aussi de façon unique. Et il faut en apprendre. On continue de partager. Alors voilà l'expérience qu'on a vécue. Nous avons donc attiré les gens vers cette réunion aujourd'hui et demain et vendredi pour parler de l'opportunité qui se présente à nous pour réseauter. Nos objectifs aujourd'hui seront d'évaluer l'état actuel et futur de la science en matière de surveillance et de poursuivre le développement des fonctions des manettes afin d'étaler un plan stratégique et opérationnel. Nous allons donc examiner la stratégie scientifique et aussi donc le deuxième jour, ça va être les frontières de zéro-surveillance et le troisième jour, les exigences relatives à une plateforme nationale de surveillance. Donc, c'est pour ça que vous êtes inscrits et inscrites et on a hâte à votre participation. Je voudrais vous remercier d'avance pour votre participation à cette réflexion collective. Nous disposons de quelques minutes si vous avez des commentaires avant d'aborder le prochain sujet. Il y a des gens qui se sont joints à nous depuis quelques minutes. Inaudible pour l'interprète, sans micro. Questions, commentaires? Peut-être que vous attendiez à ce que je dise quelque chose ou que vous avez une opinion qui n'est pas la mienne ou vous voulez vous exprimer sur quelque chose de controversé, allez-y. Philippe. C'était vraiment un survol fantastique, une description claire de ce qui
ce qu'on voit devant nous. Il s'agit peut-être d'une question naïve, mais vous avez l'expertise qu'il faut. Comment définir le succès dans le contexte de vouloir ajouter de la valeur, surtout en temps de paix, et aussi, si vous dites, en temps de guerre. Par exemple, il y a la stratégie de recherche sur le cancer. Le succès dans ces domaines-là, c'est qu'on peut donc prendre des gens à part de la population, puis essayer de développer des biomarqueurs. Ou bien on peut avoir un meilleur biomarqueur et on enlève les gens à risque de la population. C'est pour ça que je pense à la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas une réponse rapide à cela, ni une réponse facile. Il s'agit d'une très bonne question. Lors de notre prochain panel, on va parler donc des cas d'utilisation. Il y a des cas plus accessibles, si vous voulez. Il y a des pathogènes qui s'en viennent, sur lesquels on peut se concentrer, où il y a beaucoup de valeur. Alors, par exemple, il y a des virus orthopox. Mpox, c'est vraiment un mystère, on ne sait pas. Est-ce qu'on voit quelque chose avec les cohortes qui se développent, les gens qui ne sont pas vaccinés? Est-ce qu'ils vont, comme on a vu en 1979, est-ce qu'on va voir une sensibilité accrue? Est-ce qu'on devrait bâtir sur les signalements Mpox précoces? Et on devrait donc peut-être examiner les pathogènes. En deuxième lieu, il y a peut-être une autre façon de faire où on peut avoir plus de valeur pour l'argent investi. On pourrait regarder environ 6 choses. Par exemple, il y a des vaccins, il y a des essais multiplex pour la couverture, non seulement d'une maladie préoccupante, mais aussi peut-être regarder les antigènes lors de l'enfance sur lesquels on voudrait travailler ou autres. Je suis très intéressée aussi, troisièmement, sur la frontière de la science, d'examiner si on pouvait nous prolonger pour surveiller les maladies chroniques, peut-être les cancers. Nous avons des biomarqueurs qui indiquent bien la susceptibilité des risques précoces de cancer et ça pourrait nous lancer sur un autre chemin et vers un nouveau futur de recherche. J'encourage les gens de réfléchir selon ces lignes de pensée. Plus qu'on se concentre sur la vraie valeur, plus qu'on peut vendre ce réseau, parce qu'on serait en train de mettre à profit cette valeur. Merci pour ce survol intéressant. Normalement, on pose cette question la dernière journée d'une réunion, mais je la pose maintenant. Je crois qu'il est important de tenir en tête que Emmanet doit bien diriger ses objectifs stratégiques. L'Agence publique de la santé du Canada va dire qu'il fait partie de leur mandat de faire de la surveillance et la sérosurveillance. Comment est-ce que Emmanet cadre dans cette façon de penser? Comment est-ce que Emmanet peut ajouter de la valeur à ce mandat? Nous sommes aussi un réseau d'universitaires. Est-ce qu'on devrait donc réfléchir à comment on peut nous aligner de façon plus proche nos initiatives de recherche et de formation pour nous assurer que ce que Emmanet sera dans la surveillance, qu'on peut avoir notre perspective de recherche et de formation. Merci, Marc-André. Vous avez peut-être lu mes courriels à ce sujet. Je réponds rapidement. Lorsque je travaillais à l'Organisation mondiale de la santé, je posais souvent la question « Qui est qui ?» Et ce n'est pas parce que Mel Lastman
disait ça lors de la première éclosion du SRAS, lorsqu'on a limité les voyages vers Toronto. Mel Lastman voulait savoir qui était l'organisme mondial de la santé, qui est qui, who is who. Mais l'OMS n'est pas limité aux gens qui travaillent à Genève et donc l'Agence publique de santé n'est pas limitée aux gens qui travaillent à Ottawa. Il s'agit de notre Agence publique de la santé. Il s'agit d'une responsabilité partagée qu'il faut développer. Et Dieu sait que l'Agence publique de la santé ne va pas avoir la capacité d'avoir un système de commande et de contrôle, de surveillance. Ils ont 360 projets au moins qui gèrent en même temps. Alors, l'idée, c'est de travailler avec le leadership de cette agence pour collaborer autour de la santé publique dans ce siècle. Nous avons donc une capacité de contribuer. Eux ont un rôle très important à jouer, mais les universitaires, nos laboratoires de santé publique, nos services d'études de son ont aussi leur rôle à jouer. Quant à la formation, je crois qu'il y a un grand rôle à jouer de la part des universités. Moi, je chapeaute une école de la santé publique, mais je ne crois pas qu'on fasse assez. Quand je regarde notre maîtrise en matière de la santé publique, la séroépidémiologie n'est même pas mentionnée, je crois. Nous avons des finissants et ils hochent la tête. Et c'est un problème. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Il y a des gens qui font de la modélisation, je pense à la représentativité maintenant, et il y a des gens qui examinent la valeur ajoutée et regardent ça d'un point de vue économique. On peut faire partie de la valeur ajoutée sur ce front. Et il faut vraiment être plus explicite à ce titre. Il y a 2 questions de plus et ensuite on va aller accueillir notre prochain panel. C'est peut-être une grande question, mais comment est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent que les donneurs de sang ne sont pas représentants de la population canadienne? Mais c'est une très bonne question. On entend ça beaucoup. Et on s'attendait à ce que ce soit un problème jusqu'à ce que SeroTracker nous donne leurs données. SeroTracker, ceux qui ont moins de 25 ans et qui ont fait la synthèse des études zéro. Ils ont regardé la prévalence, la séroprévalence des donneurs de sang versus les autres échantillons. Et il n'y avait pas de différence significative. Alors oui, il y a des problèmes de représentativité. Ce n'est pas exactement comme la population canadienne, mais les études maison ne révélaient pas des résultats très différents que les résultats des donneurs de sang. Et on va tenir une session ici pour parler des façons importantes que nous pouvons accommoder ces lacunes de représentativité avec notre modélisation. Alors, il y aura toute une séance là-dessus le 3e jour. Je pense que Halton sera l'animateur pour cette séance-là. On n'a pas des enjeux de représentativité. C'est juste que le sang résiduel et les donneurs ne devraient pas être exclus parce qu'on se soucie de la représentativité. Très belle présentation. Merci beaucoup. Vous me rappelez de ce à quoi on faisait face au début de la pandémie. Une question et un commentaire. Alors, comment voit-on l'évolution de l'industrie de la technologie et la participation des instances de prise de décision et de réglementation? Parce que je pense que ça va être très important pour amener un changement
je n'ai pas vu la sérologie atteindre le niveau de recommandation que j'aimerais voir, mais je pense que ces types d'infrastructures peuvent vraiment aider à éclairer les décisions en santé publique. Merci. Là-dessus, bon, en ce qui concerne la technologie, nous avons eu d'excellentes discussions avec les entreprises qui développent de nouvelles techniques diagnostiques, de nouveaux essais, et elles sont très intéressées. Et nous avons eu de l'expérience. Certains des laboratoires d'ici ont travaillé avec ces entreprises. J'y vois donc une occasion. Et comme je l'ai dit, une des fonctions, le réseau pourrait être une ressource. Si nous savons le gérer correctement pour les gens qui sont intéressés à développer des techniques de diagnostic ou de thérapeutique. Mais il faut avoir une attitude stratégique et claire et être ouvert à ce genre de discussion et les gérer correctement. Sur le plan des politiques, oui, il est très important au niveau des normes et des agréments, des accréditations. Il y a des échanges avec les laboratoires de microbiologie du Canada pour que nous puissions avoir une idée de la fiabilité des essais et établir des normes pour l'exécution des tests. Nous ne les avions pas. On n'avait pas de ligne directrice pour les mettre au point rapidement. Je pense donc que nous pouvons être des catalyseurs pour que ces fonctions deviennent plus sûres et pour que les agences qui ont la responsabilité de fournir ces orientations. Bon, nous allons entendre parler de la docteure Kovac qui va parler. Elle est experte en surveillance depuis longtemps, mais il y a toute la question de la normalisation des lignes directrices. Quand on s'entend sur des lignes directrices, on a besoin de les recréer État par État ou province par province, pays par pays. On peut les adapter selon notre contexte au lieu de créer quelque chose à partir de rien. Donc, ce sont des domaines sur le plan des politiques où on peut intervenir. Une dernière observation, je pense que nous devons examiner plus explicitement les politiques en matière de surveillance. Parce que la sérosurveillance n'est qu'un aspect d'un ensemble de choses qui relèvent de la sérosurveillance. Moi, j'ai l'impression que c'est fait un peu à la pièce et de manière ad hoc, le plus souvent, parce qu'on est en réaction à quelque chose qui surgit. On ne pense pas de façon systématique du genre, bon, essayons de nous assurer que tous les éléments fonctionnent, qu'on fait tout ce qui est nécessaire pour assurer la santé du public. Il faut se pencher là-dessus aussi.